Christophe Bourseiller, bonjour. Bonjour Hélène. Vous êtes comédien, journaliste, mais aussi historien. Votre dernier livre, Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre, 1944-1954, vient de sortir chez Perrin. Et c'est le fruit de votre thèse, de votre doctorat avec Pascal Horry à la Sorbonne. Vous êtes parti des archives, vous avez voyagé en Europe pour aller sur les traces des pires collabos. Ah oui, oui, oui. Je dois être un peu masochiste. Français. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Expliquez comment ils ont continué, ceux qui ont échappé à l'épuration, à influer en France. Alors d'abord, qui sont ces pires collabos? Ce ne sont pas les pétinistes classiques qui vous ont intéressé là. Et vous distinguez d'ailleurs 3 familles dans ces groupuscules radicaux, dont certains sont issus du communisme, qui est très surprenant. Vous savez, donc, les extrêmes se rejoignent bien souvent. Rappelez-nous rapidement quels sont ces 3 groupuscules radicaux. Alors, c'est des groupes importants. Il y en a un d'abord, c'est le Parti populaire français de Jacques Doriot, ancien leader communiste. Il est entouré d'anciens communistes dans son organisation. Lui, c'est le plus radical de tous, c'est le plus antisémite de tous. C'est lui qui, dans un discours en 1941, dit « Pour les Juifs, il n'y a pas d'autre solution que le camp ». Donc il appelle au camp de concentration. Vous voyez, il va beaucoup plus loin que Vichy. C'est incroyable, Jacques Doriot. Et puis à côté de ça, vous avez Marcel Déat. Marcel Déat est un ancien socialiste et il crée un mouvement qui s'appelle le Rassemblement National Populaire, le RNP. Alors là, on est dans une chimère parce que c'est un groupe qui prétend incarner la gauche de la collaboration en disant nous sommes pour la dimension socialiste du régime nazi. Donc on trouve que c'est très intéressant et donc il faut aller vers l'aspect social, c'est-à-dire dénationalisation, aider les travailleurs, la voiture pour tous, les autoroutes et bien sûr l'antisémitisme. Et puis vous avez un 3e courant qui lui est absolument fascinant, qu'on appelle le courant cagoulard. Alors les cagoulards, ça remonte aux années 1930. En 1934, une organisation secrète est fondée par de puissants hommes d'affaires de toutes sortes. Hein. Il y a plein de businessmen. C'est une émanation de l'Action française, donc de l'extrême droite. C'est une scission de l'Action française, mais cette organisation secrète qu'on va appeler la Cagoule et dont le véritable nom est l'OSAR, Organisation secrète armée révolutionnaire, ce groupe est dirigé par Eugène Deloncle et c'est un groupe qui veut véritablement organiser un putsch pour faire venir le fascisme en France. Si je comprends bien, dans ces 3 mouvements radicaux, il y a une chose qui les réunit quand même, c'est l'antisémitisme. Ah oui, oui. Est-ce qu'ils sont tous virulemment antisémites ou est-ce que pour certains c'est juste de l'opportunisme? Alors écoutez, après la guerre, ils ont tous dit qu'ils n'étaient pas antisémites. Bien sûr, on les croit. Mais pendant la guerre, ils se distinguent par un antisémitisme rabique, c'est-à-dire qu'ils devancent les demandes des Allemands. Vous voyez, donc ils sont toujours dans une surenchère par rapport aux Allemands. Si vous voulez, si vous prenez par exemple le Parti populaire français de Jacques Doriot, il va organiser des attentats contre les synagogues en zone libre avant même que les Allemands demandent des mesures anti-juives. Vous voyez, les cagoulards vont rançonner des appartements juifs, vont voler, cambrioler chez les juifs de façon totalement interdite, en fait avec l'appui des SS. Qui profitent pour s'enrichir et s'en mettre plein les poches et voler les tableaux et autre chose. Donc ils sont personnellement responsables de la mort de Juifs. Alors ils sont responsables de la mort de Juifs parce qu'ils ont dénoncé des Juifs. Par exemple, je vous donne un exemple, ils sont responsables de la mort de beaucoup de gens. Par exemple, le massacre d'Oradour-sur-Glane qui a été commis par des Allemands, comme vous le savez. On sait aujourd'hui qu'il a eu lieu parce que un cagoulard qui s'appelle Jean Fillol a dit aux Allemands qu'il fallait aller à Oradour. Donc vous voyez, ils sont responsables indirectement de différents massacres. Ils ont aidé notamment à la rafle du Veldiv. Hein, ils ont aidé les policiers français à faciliter la rafle du Veldiv. Et j'ajouterais que certains d'entre eux, comme vous le savez, étaient engagés dans l'armée allemande, hein, avec la division Charlemagne. Et lorsqu'ils étaient en Poméranie, ils sont coupables de crimes de guerre contre les populations, puisque en fait, ils étaient tellement mauvais soldats que les Allemands les avaient relégués à l'arrière et leur avaient demandé de faire des opérations de basse police. Or, il y avait des résistants dans ces zones à l'arrière. Et ils se faisaient un plaisir d'aller... Ils incendiaient les villages et ils volaient tout. Et à la fin, ça devenait extraordinaire parce que les régiments français, c'était des gens qui tenaient chacun des charrettes
et derrière eux, donc ils tenaient à la main des charrettes remplies de choses qu'ils avaient volées chez les habitants. Comme les miliciens, quoi, un peu. Ah ben, les miliciens, c'est la même chose, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Bien sûr, nous parlons des mêmes. Combien sont-ils à la fin de la guerre? Au pinacle de la collaboration, c'est-à-dire en 1942-43, il y a en France 100 000 collaborationnistes, qui est considérable, face à 100 000 résistants. Et le reste, c'est des gens qui regardent. C'est des suiveurs. Le reste, c'est 30 millions de suiveurs qui regardent en disant, voilà, qui suivent. Hein, voilà. À la fin de la guerre, évidemment, le nombre des collaborationnistes se réduit comme peau de chagrin. Et parmi ceux qui vont en Allemagne, ils sont environ 30 000. Donc vous avez 30 000 Français qui vont aller en Allemagne suivre la débâcle allemande. Et donc ce sont ces 30 000-là qui nous intéressent. C'est un chiffre important. Maintenant, il faut le minimiser un peu parce que dans les 30 000, il y a les femmes, les enfants. D'accord. Donc on peut atteindre environ 10 000 personnes qui vont se répandre dans toute l'Europe à partir de 1945 pour se cacher. Alors beaucoup vont se faire prendre. C'est ça, il y en a beaucoup qui sont liquidés par les, morts. Il y a eu 11 000 par morts. les résistants tout de suite à la fin de la guerre. L'épuration, c'est 11 000 morts. D'accord. Donc c'est pas mal, hein. 10 à 11 000 morts, c'est beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui arrivent à s'enfuir. Et là, on entre dans cette après-guerre étonnante. Vous allez voir ces ultras de la collaboration, ces gens qui sont pires que les vichistes et qui vont s'en tirer. Alors, il y en a qui s'en tirent. Alors là, j'étais vraiment surprise grâce à un patron de la Croix-Rouge. Oui, alors effectivement, parce que alors, là, nous sommes en 1944-45, et les collabos qui s'enfuient peuvent compter sur deux réseaux. Alors, il y a un premier réseau qui a déjà été beaucoup documenté, c'est ce qu'on appelle le réseau des monastères. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de prêtres, surtout d'ailleurs des moines, ce clergé-là, qui vont aider les nazis au nom d'un anticommunisme rabbinique. Ils sont tellement anticommunistes qu'ils vont aider les ennemis des communistes. Et puis vous avez un deuxième réseau beaucoup moins connu, c'est la Croix-Rouge. Alors pourquoi la Croix-Rouge voudrait-elle aider les nazis? Simplement parce que le patron de la Croix-Rouge à l'époque a des sympathies pro-nazis, ce qui est quand même gênant, alors qu'il est en Suisse. Et par ailleurs, si vous voulez, on est en 1945, l'Europe, c'est un tumulte incroyable parce que les camps se sont ouverts, d'accord? Donc vous avez bien sûr les camps de concentration qui se sont ouverts, mais vous avez aussi, on les oublie, les camps de prisonniers, vous avez aussi les travailleurs réquisitionnés par le service du travail obligatoire, le STO, tous ces gens-là, ils se coagulent dans les gares, dans toute l'Europe, et la plupart d'entre eux n'ont pas de papier. D'accord? Et donc la Croix-Rouge arrive et la Croix-Rouge des faux papiers en disant qu'il était prisonnier de des guerre. passeports provisoires. Et elle demande rien aux gens. Vous appelez comment? Machin, truc. Ok, c'est bon, on vous le donne. Et c'est ainsi que les tortionnaires se retrouvent à côté de leurs victimes avec des passeports de déportés. Quel cynisme terrible. Voilà. Une chose surprenante, donc les principaux chefs sont liquidés. Oui. Aucun ne survit. Non, il y en a un qui survit, c'est Marcel Déat. Il y en a un qui survit. C'est-à-dire que les chefs sont liquidés. Jacques Doriot est tué par un avion allié en février 1945. Eugène Deloncle est assassiné dans des circonstances mystérieuses par un commando SS en janvier 1944. Joseph Darnan va être fusillé. Ils vont tous être fusillés. Et il y en a un qui se cache. Et ça, c'est extraordinaire, c'est passionnant, c'est Marcel Déat. Marcel Déat passe en Italie et va être planqué par l'Église et va mourir de maladie, mais tranquillement, en 1955. Et quant à sa femme, Hélène Déat, elle mourra dans les années 90 de sa belle mort, toujours dans le même monastère. Alors, votre livre s'intéresse à l'influence de ces hyper-collabos au lendemain de la guerre. Et ce que j'ai découvert, c'est que certains ont participé à la construction européenne. Oui, tout à fait. Pour moi, la construction européenne, c'était Robert Schuman, c'était René Cassin, c'était des humanistes, des universalistes et des résistants. Mais vous savez, la population des survivants de la collaboration, si je puis dire, se divise en deux. Vous avez ceux qui vont participer au réarmement intellectuel et idéologique de l'extrême droite. À la limite, on les attendait là et c'est pas tellement surprenant. Et puis vous avez ceux qui sont notamment les cagoulards qui se disent les temps ont changé. On n'arrivera plus, c'est très important ça, on n'arrivera plus à faire la révolution nationaliste, le coup d'État dont on rêvait. Donc, puisqu'on n'y arrivera plus, on peut encore extrémiser la société.
Et donc, en sous-main. Et en sous-main. Et donc, ils s'infiltrent dans la société, c'est-à-dire qu'ils vont rejoindre des partis du centre droit, du centre gauche, ils vont se mettre dans toutes les causes de l'époque, avec toujours cette idée qui était la leur pendant la guerre, c'est l'idée qu'au fond, droite et gauche, ça ne veut plus rien dire. L'idée qu'au fond, c'est fini, ce clivage droite-gauche. D'ailleurs, pendant la guerre, il y avait des collabos de gauche et des résistants de droite, ce qui est vrai, hein, les choses, la frontière était parfois assez ténue, et du coup, on va les voir rentrer dans notamment la construction européenne. Alors pourquoi? Simplement parce que Hitler avait créé en 1942 une structure pour régir économiquement les pays qu'il dominait, qui s'appelait la Communauté économique européenne. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Hein, le même titre qui a été repris en 1958. Évidemment, ce n'est pas pour les mêmes motifs, bien sûr, vous l'imaginez. Mais finalement, ils se disent, l'Europe, c'était un grand projet hitlérien. Un rapprochement avec l'Allemagne. Voilà, ça permet un rapprochement avec l'Allemagne. Et donc, combattre le bloc soviétique, j'imagine aussi. C'est ça, absolument, parce que tout ça se passe dans un contexte de guerre froide. Il faut bien voir que le grand processus de construction européenne qui démarre en 1948 avec le Congrès de Rome se fait avec l'appui des Américains. Les Américains poussent à la construction européenne pour faire un bloc face au bloc soviétique. Et ils soutiennent certains collabos, la CIA. Mais bien sûr, tout ça va de pair. Et donc pour lutter contre les soviétiques alors, aussi. Concrètement, ils sont où les collabos dans la construction européenne? Ils créent une structure qui a un nom tout à fait conspiratif qui s'appelle la Fédération. Et la Fédération va servir d'armature à la construction européenne en France. Ils sont aussi derrière tous les réseaux anticommunistes de l'après-guerre, hein, c'est important de le souligner. Alors, votre livre s'arrête en 54. Alors pourquoi il s'arrête en 54? Je vais vous le dire. C'est simplement parce que j'ai eu l'impression qu'en 54, on entrait dans une période qui n'était plus l'après-guerre, mais autre chose, parce que 54, c'est l'année, on pourrait dire, où commence le processus de décolonisation. Vous avez Dien Bien Phu en 54, et vous avez les premières émeutes en Algérie. Et donc, on entre là dans un l'indépendance du Vietnam un peu après. C'est ça, on est dans cette période-là. Et en 56, je crois que c'est l'amnistie. Alors oui, alors en plus, dès 1952, vous avez eu une loi d'amnistie totale qui a déjà blanchi tout le monde. Mais ça, il faut bien comprendre que si vous étiez un collabo, vous aviez intérêt à vous cacher jusqu'en 48 à peu près. Il fallait tenir de 45 à 48. Pour pas être zigouillé. Parce qu'entre 45 et 48, si vous faisiez prendre, vous étiez sûr de vous faire fusiller. À partir de 48, il y a vraiment eu en France un vent, même avant, dès 46, un vent de réconciliation nationale. L'idée arrêtons, on n'en peut plus, un monde nouveau est arrivé, réconcilions-nous avec les ennemis d'hier. Et là, on va avoir une révision de procès de collabos, et beaucoup de ceux qui avaient été condamnés à des lourdes peines vont voir leur peine réduite, vont être libérés, vont être amnistiés. Comme l'écrivain Rebatté, alors que Brasillac, 2 ans avant, a été tué. Voilà, comme Raymond Abellio, comme beaucoup, qui vont revenir en France, vraiment, et c'est fini, on va dire, c'est terminé pour eux. Pourtant, vous dites que ces radicaux, ces collabos, ont continué d'infuser dans la société française dans les années 50-60. Alors, les collabos ont joué un rôle très important dans l'émergence en France, à partir des années 1950, du populisme. Eugène Schweller, le patron de L'Oréal, a financé Pierre Poujade et le mouvement poujadiste. Et lorsque Jean-Marie Le Pen... Donc les poujadistes, c'est ce parti d'artisans et de commerçants qui contre les élites. C'était, oui, déjà contre les élites, et Schweller soutenait déjà les cagoulards dans les années 30. Et Poujade était antisémite. Il y a des discours de Poujade très hostiles aux Juifs qui tiennent tout, les grands commerces. Cosmopolite, en plus, par rapport au terroir. Tout à fait, tout à fait. Et puis plus tard, en 1972, lorsque le Front National est créé, Jean-Marie Le Pen va s'entourer d'au moins 4 anciens Waffen-SS, ainsi que de l'ancien secrétaire général du Parti populaire français de Jacques Doriot, Victor Barthélemy. Vous voyez, c'est à des postes importants. Par exemple, vous avez un type qui s'appelle Pierre Durand, et Pierre Durand va être le trésorier du Front National. Et c'est un ancien Waffen-SS. Vous voyez, on voit bien à quel point, vous savez, 72, 45, c'est pas si loin. Et on voit bien à quel point il y a là un empoisonnement de l'air qui démarre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc le complotisme, droite-gauche, c'est voilà, la haine des élites, tout cela, pour vous. Et la haine des Juifs. Et la haine des Juifs, tout cela, c'est déjà
dans les collabos. Moi, je fais la thèse selon laquelle, si vous voulez, tout ce qu'on vit aujourd'hui comme perte de sens, comme impression que droite et gauche n'ont plus de sens, c'est quelque chose qui a infusé pendant la période de la collaboration. Et je crois qu'on vit aujourd'hui la rémanence de cette influence très lente et très profonde dans la société française. Ombre invaincue, la survie de la collaboration après la guerre, chez Perrin, Christophe Bourseiller, merci beaucoup. Merci Hélène. Thank you.